Stéphane, tu es journaliste, fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré, et auteur de nombreux livres à succès, dont Le Test en 2015 et Nos âmes oubliées en 2021, pour lequel je t'avais déjà reçu. Dans ton nouvel ouvrage « La mort n'existe pas », tu nous proposes la quintessence de tes 15 dernières années de recherche sur la nature de la conscience. Le point de départ de ces recherches fut la mort de ton frère Thomas devant tes yeux en 2001, lorsque tu étais reporter de guerre. Ce drame te conduisit à interroger de très nombreux scientifiques partout dans le monde sur ce qu'il pouvait y avoir après la mort et en parallèle à faire toi-même plusieurs expériences mystiques. Cette quête pour savoir si quelque chose de Thomas avait survécu à sa mort ou pas t'a progressivement amené à découvrir un monde insoupçonné et bien plus vaste que notre réalité matérielle, celui de la conscience en dehors de la réalité du corps physique. Alors pour bien comprendre ton cheminement et tout ce que tu as découvert, nous allons repartir du début avec la mort de ton frère en Afghanistan. Peux-tu brièvement nous rappeler les circonstances de son décès et tes premières rencontres qui ont suivi avec des médiums, dont celle avec Henri Vigneault, je crois, qui a bouleversé le journaliste cartésien que tu étais alors? Alors mon frère est mort le 12 avril 2001 en Afghanistan dans un accident de voiture. Je dirigeais à l'époque une mission de la Société des explorateurs français à Kaboul et mes frères et d'autres Français travaillaient avec moi. Et ce jour-là, en allant inspecter un site archéologique à 200 km au sud de Kaboul, une des voitures a eu un accident, moi j'étais en celle de devant. Et effectivement, ce moment a été stupéfiant, inattendu, bouleversant, traumatisant, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Tu t'y attends tellement pas, surtout dans un pays comme l'Afghanistan où on se protège de plein de risques potentiels, parce que c'était quand même du temps des talibans et 6 mois avant le 11 septembre. Et puis voilà, c'est un accident de voiture qui provoque tout ça. Donc sur ce moment-là, moi j'ai été propulsé en fait dans un espace pour lequel j'étais pas préparé, mais comme la plupart des gens qui perdent quelqu'un, en fait, tu y penses pas. La mort, c'est surtout à nos âges. Moi, j'avais 32 ans, Thomas en avait 30. Tu t'imagines pas que ça puisse arriver. Les seules personnes mortes qu'on avait côtoyées, c'était les grands-parents, la grand-mère. C'est bizarre, mais ça reste dans l'ordre des choses d'une certaine manière. Et donc, cette mort a réouvert, a mis à vif, en fait, l'adolescent que j'étais, avec toutes les questions existentielles qu'on peut se poser à l'adolescence et que tu ranges sous le tapis dès que tu te commences à rentrer dans la vie active. Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le sens de la vie? Comment répondre à ça? Sauf que quand je vis cette expérience-là, moi je suis déjà reporter de guerre, ça fait presque 15 ans que je fais ce métier, en indépendant. J'ai publié un premier livre sur le trafic de drogue, donc j'ai déjà acquis une certaine expérience de journalisme et de journalisme d'investigation. Mais voilà, au moment de la mort de mon frère, je sais pas comment répondre à ce vide. J'ai pas passé de bac, donc j'ai pas de bagage philosophique, je suis pas pratiquant d'une religion particulière. J'ai un questionnement spirituel, mais qui est très en deçà de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc je sais pas comment intégrer la mort dans mon quotidien. Et il va se passer du temps avant que je puisse trouver les fils à tirer. Le premier sujet qui m'a interloqué, ça a été celui des expériences de mort imminente. Des gens, en entendant un médecin en parler dans une émission de radio, il parlait de personnes qui ont vécu des expériences, notamment dans un accident de voiture, et qui, après la réanimation, alors qu'ils étaient dans le coma ou en arrêt cardiaque, ont décrit avoir été au plafond, ou avoir été au-dessus de la scène de l'accident, avoir observé tout ça. Donc je me dis, est-ce que si on avait pu réanimer mon frère, il m'aurait raconté quelque chose comme ça? Et puis, pour répondre à ta question, effectivement, en commençant à découvrir en fait que toutes nos certitudes, toutes celles qui imprègnent notre société, et notamment le fait de dire après la mort il n'y a rien, parce que c'est clair que la conscience elle émerge du cerveau, donc quand le cerveau est mort il n'y a plus rien. Cette certitude-là, elle est basée sur aucune démonstration scientifique, c'est une croyance en fait. Donc en commençant à prendre la mesure de ça, ça a renversé un petit peu comment dire, la charge de la preuve, et je me suis mis à avoir plus d'aisance et de confiance dans la possibilité d'enquêter sur des sujets un peu hors normes, comme par exemple la médiumnité, dont un prêtre d'ailleurs m'a parlé la première fois, un prêtre qui avait travaillé avec des médiums, et
Et ça m'a incité à prendre rendez-vous pour voir ce que c'est, quoi. Un type qui prétend communiquer avec les morts. Bah, écoute, s'il y a une chance infime qu'il puisse me faire la preuve qu'il communique avec Thomas, bah, c'est géant, quoi. Donc ce médium demandait juste une photo du défunt. Et je prends rendez-vous avec lui. C'était avant que je sois plus exposé médiatiquement, donc mon histoire n'était pas connue du tout. Il n'y a aucune chance que cette personne ait pu googliser ou chercher des infos sur Thomas. Rien n'était public. Et donc je prends rendez-vous, j'arrive au moment du rendez-vous, il regarde la photo de mon frère, la pièce est un peu sombre, il la regarde, mais il la regarde une seconde ou deux, quoi. Et puis tout de suite il la pose sur son front. Et là il reste silencieux. Il reste silencieux pendant au moins 5 bonnes minutes. Et moi je lui ai juste dit, je viens pour communiquer avec cette personne, je vous dirai rien. Et là il m'a dit, oh bah vous êtes un peu dur vous, mais bon ok. Et puis voilà, il reste silencieux, et au bout de peut-être 4-5 minutes, il me dit, oh, il sursaute comme ça, toujours en regardant les yeux fermés, et il me dit, j'ai un choc à la tête, je perçois des froissements de tôle de voiture, il est mort dans un accident de voiture cet homme-là. Et là je réponds juste oui. Et en fait mon frère est mort dans un accident de voiture d'un choc à la tête, donc déjà ça commence à devenir intriguant. Et en fait, dans la demi-heure qui va suivre, j'enregistre ce qui se passe. Dans la demi-heure qui va suivre, en fait, ce médium ne dit pas grand-chose, mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est précisément quelque chose qui concerne Thomas. Soit une description de son caractère, ou de son visage, ou de son attitude, ou alors les descriptions du circonstance de l'accident et du lieu de l'accident. Tout est juste, tout est précis, tout est détaillé. On n'est pas dans quelque chose de très vague, où il dirait... quelque chose de très vague qui peut laisser supposer que le médium n'en est pas un et qui va à la pioche en fait. Si par exemple là je prétends que je suis un médium et que je vais dire oh je vois une vieille dame avec les cheveux blancs, bon il est probable qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui ait les cheveux blancs et qui dise ah bah c'est peut-être ma grand-mère, c'est peut-être mon arrière-grand-mère, alors que c'est personne, c'est juste moi qui balance des choses vagues et puis toi qui vas accrocher. Et là bah, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc je suis quand même très très intrigué, mais il y a quelque chose qui m'énerve, c'est qu'il dit pas qu'il s'appelle Thomas. Et je ne comprends pas, parce que je me dis, si c'est aussi manifeste qu'il arrive à communiquer avec mon frère, si vraiment, il décrit l'accident, il décrit la blessure à la tête, il décrit tout, comment se fait-il qu'il ne soit pas capable de dire « Ah bah au fait, je m'appelle Thomas ». Quoi. Et donc moi, je reste bloqué sur ça, tout en étant extrêmement intrigué quand même par la précision des autres détails fournis. Et puis je vais sortir de l'entretien au bout d'une heure à peu près, avec vraiment un état de ce qu'on appelle en philosophie un choc ontologique, c'est-à-dire un choc que je n'arrive pas à intégrer. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui dit mais c'est pas possible qu'il ait donné autant de détails, ça peut pas être des coïncidences, ça peut pas être par hasard, il a pas triché, je le sais, etc. Et en même temps une autre partie de moi qui dit mais il a pas dit Thomas et c'est pas possible, mais pourquoi il n'aurait pas dit ça, etc. Et je vois cette lutte en moi en fait, cette lutte en moi qui va durer 15 ans entre une partie de moi qui est le journaliste qui dit ouais bah attends j'ai pas assez de preuves, c'est pas assez probant, il a pas dit ça, il a pas fait ci, etc. Et puis une autre partie qui est la partie simplement humaine qui dit mais attends rationnellement là comment veux-tu qu'il ait obtenu tous ces détails sur la mort de Thomas et en fait cette espèce de schizophrénie ça va vraiment être la mienne pendant quand je dis une quinzaine d'années, un peu moins quand même. Dans ma façon de travailler, ma façon de me confronter aux scientifiques, aux témoins et à toutes les personnes qui ont des choses à dire ou qui ont des choses à partager sur ce qu'elles ont vécu autour de la mort. Parce qu'on est sur un phénomène qui bouscule nos croyances, qui bouscule nos certitudes. Et même si, comme je l'ai dit, ces certitudes ne sont pas basées sur des choses bien solides, elles en restent pas moins des certitudes émotionnelles. Et donc il m'a fallu beaucoup de temps, et ça... pour moi, la voie chamanique a été aussi un moyen d'expérimenter moi-même des choses et de les vivre, et de faire l'expérience de choses qui, si je ne les avais étudiées que d'un point de vue intellectuel et mental, n'auraient pas permis que je puisse être convaincu de la réalité de certains espaces que j'ai visités. Et en fait, dans le livre que je publie, qui s'appelle « La mort n'existe pas », c'est vraiment pour moi le double cheminement qui a été... extrêmement nourrissant, les deux voies, la voie du journaliste, la voie de la rationalité, la voie du mental, la voie de la réflexion, et la voie du cœur. Et pour moi, ces deux voies, et la voie de l'expérience directe, et ces deux voies sont vraiment d'égale importance, dès lors qu'on veut enquêter sur un sujet comme celui de la mort, qui touche à la fois à notre réflexion
mais aussi à des espaces émotionnels insoupçonnés. Alors justement, l'expérience directe, on va y venir. À travers tes découvertes au sein de l'IDRES, notamment que tu crées en 2007, tu découvres donc le chamanisme et les états modifiés de conscience induits par la prise de plantes. Tu décides d'aller en Amazonie pour en faire l'expérience toi-même, jusqu'au jour où tu vois ton frère lors d'une cérémonie chamanique, en tout cas tu crois le percevoir. Est-ce que tu peux nous raconter ce processus? Donc tu expliques dans le livre que tu passes 4 semaines. Tu décris la première nuit, on a l'impression que tu es juste en enfer, et pour autant tu décides de faire la deuxième nuit, puis la troisième, jusqu'à cette connexion incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, c'est difficile de résumer en quelques phrases un parcours qui a été un parcours de 15 années en fait. C'est vrai que je suis parti en Amazonie la première fois en 2006 avec une idée très très naïve en fait de ce que je pouvais aller y trouver. Encore une fois, c'est parti d'une rencontre d'un réalisateur français qui a travaillé sur le chamanisme avec des chamans et qui me dit les chamans, en utilisant l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive, qui veut dire en quechua liane des morts, vont dans le monde des esprits, communiquent avec les morts. Donc moi je me suis dit, enfin je sais pas comment j'ai pu me dire un truc pareil d'ailleurs en partant, je me dis cool, j'y vais, et puis je vais boire leur machin, et puis je vais voir mon frère. Enfin comme si c'était... Oui, j'ai encore du mal à m'imaginer que j'ai pu être aussi naïf que ça en fait. Et je suis parti, et la première nuit, je me suis retrouvé près d'Iquitos avec un chaman qui m'a fait boire de l'ayahuasca, et la première nuit a été infernale parce que je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais un truc tranquille en fait, un peu comme dans Matrix où tu prends la pilule bleue et puis hop, tu te réveilles à la réalité. Là, c'est une expérience d'ayahuasca qui est une expérience extrêmement physique, et il y a notamment une dimension très nettoyante de la médecine amazonienne. Enfin, l'ayahuasca s'appelle la médecina. Et donc, pour nettoyer, tu vomis, tu te vides, ton estomac est broyé, tu as des visions, un monde qui apparaît que tu comprends absolument pas. Donc ça génère, enfin en tout cas dans mon cas, ça a généré une expérience très douloureuse, très difficile, très effrayante, parce que tout d'un coup, je sens que tout est en train de se déliter, mon corps se délite, j'ai l'impression que si j'arrête de penser à mon cœur, il va s'arrêter de battre. Enfin, c'est une expérience vraiment, vraiment difficile. Et paradoxalement, à l'issue des quelques heures de transe, le lendemain matin, malgré la douleur de la nuit, je me dis « faut que je recommence, ça se trouve j'ai mal compris un truc, ça se trouve faut que je fasse mieux ». Et hop, je rebois la nuit suivante, et à nouveau la nuit suivante, il y a des choses qui se passent qui sont étranges, qui te laissent quand même l'intuition qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'on n'est pas juste dans un phénomène hallucinatoire, qu'on n'est pas juste dans une espèce de délire ou de croyance, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe. Nous, et surtout moi avec mon esprit de journaliste, je veux saisir les choses, je veux essayer de comprendre. C'est un peu comme un rêve qui, au lieu d'être seulement un petit récit linéaire, c'est comme si tu avais 100 rêves en même temps qui s'enchaînent les uns derrière les autres à une vitesse folle. Et toi, tu as envie de te dire « Oh là là, mais ce rêve il est génial, il faut que je m'en souvienne ». Et à peine tu te dis ça, ça y est, tu l'as oublié, et tu passes à un autre. Donc tu ne sais pas si c'est des rêves, tu ne sais pas si c'est réel, tu ne sais pas ce qui se passe en fait. Et malgré ça, tous les matins, j'allais voir le chaman en lui disant qu'est-ce qui s'est passé. Il me fait c'était fort, hein, mais on va essayer d'aller voir ton frère cette nuit encore. Il faut que tu lâches, il faut que tu fasses confiance à la médecine. Sauf que lâcher, là intellectuellement, je dis ok, je suis capable de lâcher prise. Mais quand tu es dans la cérémonie et que tu as l'impression de mourir, non, tu lâches pas, parce que si tu lâches, c'est que tu meurs. Donc pour moi, ça a été compliqué. C'est pas systématiquement comme ça pour tout le monde. L'expérience psychédélique est très très différente d'une personne à une autre. Elle est vraiment participative, c'est-à-dire qu'elle va mettre en mouvement la personne que tu es, avec notamment toutes tes zones d'inconscient. Et moi, dans mon inconscient, il y avait quand même beaucoup de choses à nettoyer, ce qui explique la noirceur et la difficulté que j'ai traversée. D'autres personnes peuvent, à la première expérience qu'ils vont faire avec l'ayahuasca, avoir une expérience transcendante, très lumineuse, très belle. Donc, j'incite pas pour autant à l'usage de ces substances qui ne sont pas légales en France, mais qui font partie néanmoins du patrimoine culturel de l'Amazonie et du Pérou. Donc voilà, au Pérou, c'est utilisé dans un cadre chamanique depuis des millénaires, et ce cadre, pour moi, il est absolument prépondérant, parce que ce sont des substances très très fortes. Et donc, pour répondre à ta question, au bout de nuit après nuit, c'est vrai que au bout d'un moment, la panique de voir s'ouvrir d'autres dimensions commence à être un peu moins submergente. J'ai des sensations parfois de présence, j'ai l'impression que mon frère est présent sans que je le voie. C'est
une sorte d'intuition, mais plus forte que de l'autoconviction. Je suis extrêmement critique de moi-même, extrêmement dans l'observation de mes mécanismes psychiques, donc je suis le premier à me dire, à être plutôt critique qu'adhérent en fait à ce qui se passe. Et il va falloir plusieurs voyages, et à mon deuxième séjour, au milieu du séjour, pendant une cérémonie qui est très très forte, très puissante, où il se passe des milliers de choses, vers la fin, alors que les faits commencent à décroître un petit peu, je suis assis, le dos à la hutte, les jambes allongées, et tout d'un coup j'ai l'impression de distinguer la silhouette de mon frère à mes pieds, à droite, et je le regarde, et j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire parce que les visions d'ayahuasca, en fait, c'est des scènes qui peuvent parfois arriver en surimpression de la vision. Tu perds pas connaissance, tu es conscient de ce qui se passe, mais par exemple, à l'environnement de la pièce dans laquelle on est maintenant, pourrait se superposer tout d'un coup un individu, ou des dessins, ou des serpents, ou des choses qui viendraient par-dessus les choses qui sont dans cette pièce. Donc là, quand je vois mon frère apparaître par-dessus la scène de la maloca, qui est la hutte de cérémonie, je ne sais pas trop à quoi en penser en fait. C'est pas, il n'y a pas de roulement de tambour. Voilà, je suis là. Il est à mes pieds, il est accroupi, il me regarde. Et au moment où je le vois et au moment où il voit que je le vois, il fait comme ça, comme s'il me disait « Purée, tu me vois enfin ?» Et moi, j'y crois pas en fait. J'y crois pas. C'est-à-dire, je suis le journaliste qui me dit « Non, il y a forcément une explication, c'est forcément dans ma tête, c'est forcément une hallucination. » J'y crois pas. Et puis je reste comme ça un peu stupéfait. Et puis finalement, la silhouette s'évapore dans rien en fait. Comme si c'était une sorte de... Tu vois, une sorte de projection d'un projecteur de lumière sur un nuage de vapeur. Voilà. Et puis voilà, la vapeur s'étiole, le projecteur s'arrête. Et puis, en fait, quelques heures plus tard, la personne qui était à côté de moi et qui avait participé aussi à la cérémonie, me dit spontanément, avant que je lui parle, « Ah, mais au pluriel, j'ai vu ton frère cette nuit. » Et là, ouf, je me dis, qu'est-ce que tu veux dire, tu es mon frère? Et là, je lui demande de me raconter. Et elle me décrit une vision quasiment similaire à la mienne, de mon frère, à ma droite, à mes pieds, un peu plus vaporeuse pour elle, que moi, c'était plus précis. Mais malgré tout, la même... Et il faut te dire qu'une séance d'ayahuasca, ça dure entre 4, 5, 6 heures de transe, avec des moments d'intensité. C'est des milliers de visions pendant ces 5 heures de transe, vraiment des milliers de visions qui s'enchevêtrent, etc. Et là, curieusement, au même moment, avec cette personne, on a tout d'un coup la vision de mon frère, une vision extrêmement statique, stable. Et ça n'en est pas devenu une preuve pour moi, que ça y est, ça n'en est pas devenu une preuve, mais c'est un élément qui s'est ajouté à beaucoup d'autres et qui m'a surtout éclairé sur mes propres blocages en fait. Mes propres blocages. Parce que je considère, et je considère encore aujourd'hui comme une qualité indispensable à l'exercice de mon métier, cette rigueur, cette objectivité. Mais j'ai pu constater, et notamment ce jour-là, que cette espèce d'objectivité coûte que coûte m'avait empêché peut-être d'une certaine manière de goûter l'expérience que je vivais. Et je ne sais pas si un contact ou un échange verbal aurait été possible avec mon frère si je m'étais laissé aller à cette vision, j'en sais rien, peut-être pas. Mais je l'ai constaté après coup chez beaucoup d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés par la suite qui ont été témoins d'expériences après le départ d'un enfant, d'un conjoint, etc. et qui ont vécu ce type d'expérience-là sans du tout besoin de substances psychédéliques. Hein. Plus de 50% des gens en deuil vivent des expériences comme ça, on appelle ça des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Et je vois combien ces expériences, qui malgré leur densité, leur réalité, sont encore vécues d'une façon très ambivalente en fait, par ceux qui les vivent. Alors quand il s'agit de quelque chose d'extrêmement subtil, un souffle de vent comme ça peut intriguer, même si les fenêtres sont fermées, tu te dis tiens, j'ai quand même senti du vent, mais c'est tellement fragile que tu peux douter. Mais parfois, il y a des visions de la personne défunte qui apparaît, et quelques secondes, quelques minutes, dans le livre, je rapporte une expérience vécue par des cousines qui ont vu leur maman pendant plusieurs minutes, devant elle, en pleine nuit, dans une pièce éclairée. Mais voilà, on n'est tellement pas habitué à ça, que contre toute logique, tu vois, on pense être des gens rationnels, nous occidentaux, nés en Occident, et pourtant contre toute logique,
on devient extrêmement irrationnel dès lors qu'on est confronté à ces expériences un peu inexpliquées. Moi, au fin fond de l'Amazonie, où d'un coup, je ne crois pas ce que je ressens, je ne crois pas ce que je vois, parce que j'invente tous les systèmes pour me dire non, ça n'existe pas, alors que je suis en recherche d'une preuve. Et chez nous, dans notre société occidentale, en France, où autour de nous, des centaines de milliers de gens vivent des expériences plus ou moins intenses après le décès d'un proche, et pourtant on fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était dans leur tête, comme si c'était du délire, comme si c'était de la compensation, parce qu'ils souffrent, tu penses, ils viennent de perdre quelqu'un, donc ils sont forcément plus crédules. C'est fou en fait. En fait, moi, tu vois, j'ai eu besoin, si j'essaie de résumer ça, j'ai eu besoin de cette expérience chamanique qui s'est étalée sur près de 15 ans pour forcer des portes, pour forcer des portes que je m'étais moi-même mises en fait, pour forcer des blocages que mon esprit prétendument rationnel et cartésien avait installés et qui me coupaient de toute une dimension possible du réel en fait. Alors tu vas poursuivre ces explorations autrement aussi grâce aux psychédéliques. Donc tes premières expériences se font avec une thérapeute formée à l'accompagnement avec psychédéliques. Donc c'est pas autorisé en France, donc c'est dans un autre pays. Et en l'occurrence, dans ton cas, c'était, je crois, de la MDMA et de la psilocybine. Et pendant ces séances, tu vas découvrir alors complètement autre chose que tu n'étais pas venu chercher, qui était une part de ton enfance enfouie dans ton inconscient, donc les abus sexuels dont tu as été victime dans ton enfance et que tu racontes dans ton livre Nos âmes oubliées, dont on avait déjà parlé. Est-ce que tu peux nous rappeler comment en fait cette mémoire traumatique s'est levée grâce aux psychédéliques et comment finalement ça t'a impacté durablement? Parce que au-delà de la découverte, comment ça a pu te transformer, comment ça a pu bouger en toi? Écoute, pour expliquer ça de façon extrêmement sommaire, notre cerveau, c'est une machine à survie. C'est une machine qui apprend de son expérience passée pour anticiper en permanence ce qui va se produire plus tard. Donc elle installe une sorte de système de fonctionnement automatique qui enfouit tout ce qui n'est pas nécessaire ou tout ce qui est menaçant dans une grande zone grise qu'on appelle l'inconscient. Là, je synthétise vraiment à l'extrême, hein. Et donc, tout ce qui est menaçant, tout ce qui lui a fait peur, tout ce qui peut mettre en danger un petit peu la stabilité de cette personnalité qui se construit au fil des années, hop, on range ça au fin fond de l'inconscient. Sauf que les substances psychédéliques, on voit leur action en neurosciences sur le cerveau, sont des substances qui précisément mettent en sommeil ces mécanismes de filtrage et de blocage, et d'une certaine manière, laissent la conscience émerger à beaucoup plus de réalité. Mais en même temps que la conscience se projette dans plus de réalité, elle se projette aussi beaucoup dans l'inconscient. C'est un peu comme si, je le dis d'ailleurs dans le livre, en ouvrant les perceptions sur le monde invisible, on découvre un monde invisible externe, mais on découvre aussi un monde invisible interne. Et donc moi, dans ce processus d'exploration de ce que je croyais être le monde des morts, etc., je suis aussi allé plonger dans le monde de mon inconscient. Et dans ce monde de mon inconscient, il y avait effectivement un petit garçon qui a été abusé très très jeune et qui s'est camouflé en disant « je veux plus savoir ça, je veux plus le voir, ça n'existe pas ». Et donc j'ai découvert que j'avais été abusé et que j'avais une amnésie traumatique totale qui avait recouvert ces épisodes d'invisibilité pour pas que ça vienne impacter ma vie. Sauf que ça impactait quand même ma vie, inconsciemment, parce que ces fantômes que l'on héberge, ils sont là, ils se débattent, ils ont faim, ils mangent notre énergie, ils nous font prendre des décisions idiotes parfois. Et donc à partir du moment où il a été mis en lumière, ce fantôme de l'abus, ça a été très compliqué à gérer parce que c'est comme si d'une certaine manière, à 52 ans, je découvrais que je m'étais construit sur une sorte de mensonge, un mensonge qui était celui du petit enfant qui veut se protéger à tout prix contre un abus extérieur. Donc ça a mis en place des dynamiques psychologiques en moi, évidemment inconscientes, mais qui ne sont pas celles qui se mettent en place chez un enfant normal, vivant dans un environnement safe et normal. Et donc à 52 ans, je m'aperçois que cette construction que j'ai bâtie toute ma vie, elle est fausse en fait, elle est bancale. Donc c'est à la fois bien parce que c'est l'étape nécessaire pour passer à un processus de guérison, mais c'est à la fois extrêmement dangereux parce que d'un coup je ne suis plus rien en fait. J'ai plus de stabilité, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus rien. Et donc ce moment de vide intérieur a été très très compliqué à passer. J'ai été accompagné heureusement par une thérapeute merveilleuse.
Et aujourd'hui, voilà, depuis quelques années, je suis dans un travail de reconstruction. C'est plus lent que j'imaginais. Moi, j'ai un côté un peu très naïf. Tu vois, je pensais vraiment, bon, bah allez, hop, ça c'est réglé. J'ai trouvé que j'avais été abusé quand j'étais gamin. Bon, bah voilà, j'écris un livre, on passe à autre chose. Non, ça n'a pas été si rapide. C'est compliqué. Ça impacte tous les étages de mon existence et de ma vie. Mais en même temps, si je ne devais en garder qu'un élément, c'est que vers l'âge de 42-43 ans, j'ai commencé à développer une maladie auto-immune dans l'estomac qui est clairement une lutte de mes intestins contre un intrus. C'est ça, la maladie auto-immune en fait, qui déclenche de l'inflammation parce qu'elle croit être attaquée. Et pendant 8 ans, j'ai cherché dans toutes les directions possibles pourquoi je pouvais avoir ça. Parce que les médecins me disaient, bah non, vous aurez ça toute votre vie, c'est des crises inflammatoires, on va juste vous apprendre à les gérer tous les ans, quoi. Donc j'avais chaque année, épisodiquement, 4 à 5 mois de crise inflammatoire, ça fait quand même la moitié de l'année là-dessus. Et à partir du moment où cette histoire d'abus a été mise en lumière, que le livre est sorti, cette maladie a disparu de ma vie. Et ça fait 3 ans qu'elle a disparu de ma vie. Plus une crise, plus un signe. Et j'ai découvert sur la fin de l'écriture de mon livre, Nos âmes oubliées, les travaux d'un chirurgien canadien, un chirurgien viscéral canadien, qui fait le lien avec plus de 40 ans d'études entre toutes ces pathologies du côlon et de l'intestin qu'il a observées et sur lesquelles il a travaillé lui pendant des décennies, et des abus sexuels vécus par les enfants. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématique, hein. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un problème au côlon ou à l'intestin, tu as vécu un abus sexuel, mais il s'est quand même aperçu que beaucoup d'enfants ayant vécu ces abus-là avaient ce type de pathologie par la suite. Et voilà, et moi j'ai juste observé ça, tu vois. Et ça, je trouve ça juste hallucinant. Une maladie qui est censée ne pas pouvoir disparaître de mon corps et de mon existence, elle a disparu de mon corps et de mon existence. Sans que j'ai rien fait, si ce n'est mettre en lumière l'abus de mon enfance, dans mon enfance, quoi. Ça a été consécutif de la prise de conscience, cette guérison, ou consécutif du travail thérapeutique que tu as fait? Ah bah, le travail thérapeutique, parce que prendre conscience, c'est comme prendre conscience, c'est tout d'un coup enlever la carapace que tu as construite toute ta vie et te mettre au milieu de la Sibérie en plein hiver. Bah, si tu n'as pas un thérapeute qui va te mettre un gros manteau et qui va t'accompagner, bah, tu vas crever de froid, quoi. Et donc sans thérapeute, moi je serais mort. Tu sais, je pense que effectivement, j'ai parlé de psychédélique et de l'accompagnement psychédélique qui a permis la mise en lumière de ça, mais ce n'est pas la substance qui est importante. La substance, elle aide parce qu'elle va être un levier thérapeutique, un levier de mise en lumière colossal. Mais c'est le cadre thérapeutique qui est primordial là-dedans. Le cadre qui va permettre que justement la substance psychédélique qui ouvre des zones de l'inconscient très profondes puisse être fait dans un cadre sécurisant, avec une ou un thérapeute qui sait accompagner et qui sait derrière traiter justement l'émotion, le trauma qui se révèle, etc. Et donc la médecine psychédélique telle qu'elle est pratiquée clandestinement en Occident, mais de plus en plus légalement aujourd'hui, Dieu merci, aux États-Unis, en Australie, en Suisse, hein, par exemple, elle ne consiste pas à prendre un truc et puis à te laisser faire tout seul. Ce n'est pas une substance qui agit par elle-même, c'est la prise d'un outil dans un cadre thérapeutique qui va permettre de faire sortir quelque chose et qui va permettre d'être accompagné par la suite et de gérer les émotions, etc., qui vont se passer. Et ce cadre thérapeutique, pour moi, il est essentiel. C'est le jour et la nuit de prendre de la MDMA dans une soirée avec des copains pour s'éclater parce que tout d'un coup, tu boostes ta sérotonine, de prendre de la MDMA dans un cabinet thérapeutique avec quelqu'un qui t'accompagne. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors justement, pour faire un petit point sur les psychédéliques, et on parlait de l'aspect thérapeutique, donc c'est de plus en plus testé sur des patients, particulièrement pour des dépressions résistantes, des personnes sujettes aux addictions sévères, ou encore des personnes en fin de vie pour gagner en sérénité face à l'angoisse de la mort. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de ce que tu en sais, parce que tu as interrogé beaucoup de scientifiques sur le sujet, comment agissent ces substances dans le cerveau, et qu'est-ce que tu peux dire de l'expérience mystique que ces personnes décrivent? Oh, il y a beaucoup de questions là. Je suis désolée. Il y a beaucoup de niveaux de réponse en fait. Dans mon expérience, ces substances font sauter des blocages et des peurs. C'est-à-dire que tes peurs, elles te servent de rempart en fait. De rempart pour dire « Ouh là là, je vais te faire peur, donc tu ne passes pas cette porte-là. » Donc en général, tu ne passes pas cette porte-là toute seule. Sauf que le psychédélique, il va dire « Ah, t'as peur !» On fait tout péter.
tout pété. Tu as peur, alors c'est terrifiant quand tu passes certaines peurs, mais de l'autre côté de la peur, tu vas rencontrer peut-être les causes de la peur, les causes de l'addiction, les causes de la dépression. Pour la dépression, par exemple, les mécanismes de dépression sont assez connus en neurosciences. C'est vraiment une espèce de rumination des zones cérébrales. Tu n'arrives plus à penser autrement parce qu'il y a vraiment un système de rumination en boucle qui opère dans le cerveau. La substance psychédélique, du coup, met en sommeil, notamment le réseau mode par défaut, qui est un réseau cérébral dans lequel se passe cet espace de rumination. Ça te le met un peu en stand-by, en sommeil, et ça t'extrait de ça. Ça t'extrait alors que mentalement, tu ne peux pas t'extraire, toi, d'un mécanisme de rumination et de dépression. Par la pensée, par le mental, tu peux dire « Ah bah non, finalement, je ne suis plus déprimé, je vais m'extraire de la dépression. » Bah non, tu es déprimé, ça agit au-delà de ta volonté, quoi. Et donc le psychédélique te met un peu te fait faire un pas de côté. Et tu dis, mais c'est qui ce mec déprimé en fait? Pourquoi il déprime? Moi en fait tout va bien. Tu t'aperçois que tu as des dimensions plus profondes de ton être qui peuvent être mobilisées comme des ressources de guérison. Donc voilà, là je suis un peu très sommaire, mais c'est vraiment des outils qui sont de plus en plus étudiés et qui montrent effectivement les résultats formidables qu'ils peuvent avoir sur ce que tu viens de lister, c'est-à-dire l'addiction, la dépression, la fin de vie par exemple. Qu'est-ce que c'est que la fin de vie en fait? Les peurs de fin de vie, les peurs psychiques, la souffrance psychique, c'est la souffrance enfin il y en a plusieurs, mais une majeure, c'est de dire mais je vais arrêter d'exister en fait. Mon moi va arrêter d'être moi. Et c'est ce à quoi j'ai été confronté, moi, des nuits après nuits en Amazonie. Oh là là, mais moi, c'est-à-dire que ce que je considère être la totalité de mon être, c'est en train de mourir et de s'effacer. Mais je ne veux pas que moi arrête de vivre. Sauf que le psychédélique, en faisant mourir ce moi, il te permet de réaliser que, ah mais au fait, il y a plein d'autres choses derrière ce moi. Ce personnage, cet être physique de chair et de sang qui va mourir, bah c'est pas la totalité de toi. Et les études qui ont été faites sur les personnes en fin de vie à qui on a administré du LSD, alors on les gaffe pas de LSD jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est une session assistée par thérapeute d'une prise de LSD qui permet de sortir un petit peu, encore une fois, de cette rumination, je meurs, la totalité de moi va disparaître. Tout d'un coup, tu t'aperçois que tu existes en dehors de ton moi, en fait. Et là, on touche à des états qui se rapprochent peut-être de certains enseignements spirituels, qui te disent mais en fait, qui tu es? C'est qui que tu penses être? C'est pour ça que ce livre, d'ailleurs, s'appelle « La mort n'existe pas ». Parce que bien sûr que la mort existe, bien sûr que mon frère est mort, j'avais son sang sur les mains, bien sûr que mon père est mort, mais qui est mort? Qui est mort? Est-ce que et c'est ce que je mets en avant et c'est ce que j'explique en long et en large dans le bouquin, c'est qu'aujourd'hui la science permet d'affirmer qu'il y a à l'intérieur de nous, derrière cette enveloppe de chair qui vieillit et qui meurt fatalement au bout d'un moment, et toute la personnalité qui est attachée à ce fonctionnement organique, il y a une dimension spirituelle, une part spirituelle, notre âme. Et que notre âme, elle n'a pas ce visage-là. Notre âme, elle existe avant que notre corps ait été conçu et elle existera encore après que notre corps ait fini de pourrir. Mais notre âme, c'est pas nous, c'est pas Stéphane Alix, mon âme. C'est pas Thomas Alix, c'est quelque chose de plus profond. Et cette âme, elle se rencontre notamment dans des expériences chamaniques ou des expériences psychédéliques que j'ai pu faire, quand la partie organique, la partie soutenue par l'activité cérébrale, la partie de ma personnalité, s'éteint, se met en stand-by. Et ça, c'est démontré par les neurosciences. Et l'expérience psychédélique, à certains égards, ressemble à une expérience de mort imminente, à des dosages importants, justement, où là, on chante complètement l'activité cérébrale. J'ai vécu, moi, plusieurs expériences phénoménologiquement identiques à une expérience de mort imminente, super intense, en fait. Et on va en revenir. Je voulais juste passer par une question qui précise un peu justement cette personnalité. Tu expliques dans ton livre que la personnalité, ce qu'on appelle l'ego en psychologie, donc ça ne veut pas être égotique, hein, c'est la personnalité. Donc elle se construit en fonction des événements que nous vivons, et tu l'expliquais tout à l'heure, on se protège, on crée des systèmes de défense. Et c'est notre cerveau qui est à l'œuvre dans ce processus, puisqu'il a pour fonction de nous protéger dans ce monde matériel et d'assurer notre survie. Et donc il filtre en fait les informations qu'il reçoit. Et tu as interrogé de nombreux scientifiques sur le sujet, dont le neurophysiologiste allemand Wolf Singer, qui est directeur émérite de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le cerveau. Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur cette fonction de filtre? Parce que finalement, ce qu'on comprend dans ton livre, c'est que la réalité que l'on voit, c'est la réalité que notre système de protection veut que nous voyons. Et qu'on ne peut pas voir autre chose.
Alors Wolfsinger, je ne l'ai pas rencontré, hein. Mais en revanche, je l'ai lu. C'est notamment un livre qu'il a écrit avec Mathieu Ricard, qui est un dialogue, pour moi, le livre le plus fascinant sur la méditation. Ça s'appelle Cerveau et méditation, c'est disponible en poche. Et c'est un dialogue entre Mathieu Ricard, qui est à la fois moine méditant, mais aussi ancien scientifique. Donc il a un esprit bien affûté qui lui permet de tenir le dialogue avec Wolfsinger. Et leur dialogue, justement, porte notamment sur la méditation pour essayer de comprendre l'action de la méditation sur le cerveau. Et dans ce livre sont expliqués justement tous les phénomènes de rumination, tous les phénomènes d'automatisme en fait cérébraux qui font de nous un être fondamentalement adapté à ce monde. Mais le prix de cette adaptation, c'est effectivement une coupure d'une immense dimension du réel. Alors c'est pas ce que dit Wolfsinger, parce que lui il reste quand même dans les clous de sa vision de neuroscientifique, mais ce qu'il met en avant met en évidence d'une certaine manière justement le rôle de filtrage du cerveau. Nous on voit, sans même y avoir vraiment réfléchi, dans notre société on se dit bon bah je suis conscient parce que mon cerveau marche en fait. Donc si je vois, si j'ai des émotions, si j'ai l'impression d'être un individu, c'est parce que mon cerveau fonctionne bien et qu'il génère tout ça. Sauf que quand on va voir des neuroscientifiques en leur disant « Est-ce que c'est le cerveau qui fabrique notre conscience ?» Ils vous disent « Bah on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien. » Et là je ne te parle pas des neuroscientifiques un peu fumeux, je te parle des neuroscientifiques les plus éminents dans les centres de recherche les plus blindés du monde. On ne sait pas d'où vient la conscience. On sait de toute évidence qu'il y a une relation entre le cerveau et la conscience, entre les activités cérébrales et les différents états de conscience, il y a une relation qui existe. Mais cette relation ne dit absolument pas que l'un est la cause de l'autre. Cette relation ne dit pas que le cerveau est la cause de la conscience. Ça, c'est un raccourci qui est utilisé aujourd'hui parce qu'a priori ça a l'air de fonctionner, mais qui n'est démontré par rien du tout et qui est contesté aujourd'hui par les neuroscientifiques eux-mêmes. Donc du coup, en fait, c'est quoi le rôle du cerveau? Et ce qui ressort de toutes les expériences, notamment les expériences de mort imminente, mais de toutes les expériences que j'ai pu explorer, c'est que le cerveau serait plus une sorte d'appareil de réception ou d'appareil de filtrage, un peu comme un poste de télé ou un ordinateur est un poste qui permet de capter ce qu'il y a dans un cloud ou pour un poste de radio, les ondes radio. Les ondes radio, elles sont là partout, tout autour de nous, tu as toutes les stations. Tu as des stations turques, israéliennes, mongoles, peut-être, en basse onde. Enfin, tu as de tout. Et puis, tu vas avoir un poste de radio qui va sélectionner une seule fréquence et on va arriver hop, on tape RTL ou France Info. Pourtant, elles sont toutes là. Le cerveau, c'est peut-être la même chose. La conscience, c'est peut-être quelque chose qui est... c'est pas peut-être. La conscience, telle qu'on l'observe phénoménologiquement à travers les expériences que je rapporte dans le livre, c'est une dimension qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Il y a une dimension de notre conscience dont on peut faire l'expérience qui est capable de voir dans le futur, qui est capable de percevoir à distance des choses, alors qu'aucun de nos outils cognitifs, comme nos yeux, nos oreilles, notre mémoire, peut nous permettre d'aller voir à distance. Là, si je te dis, tiens, dis-moi ce qui se passe au milieu de la gare Saint-Lazare maintenant, on ne peut pas y aller, il faut juste y aller, il faut se déplacer physiquement. Sauf que si je sors de mon corps, parce que j'induis une transe particulière, et que je vais dans la gare Saint-Lazare et que je te décris précisément ce qui est en train de se passer, et qu'on va le vérifier par la suite, ça prouve bien, et ces expériences-là, elles ont été mesurées, prouvées, analysées par des scientifiques à travers le monde, et j'en parle dans le bouquin. Ces expériences-là, elles existent. Ça veut bien dire qu'il y a une partie de nous qui est capable de se dissocier de notre corps, qui n'est pas bloquée dans ce corps. Donc le cerveau, dans ce cadre-là, il sert simplement d'espace de stabilisation spatiale et temporelle à une conscience immatérielle et immanente, en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'est l'hypothèse qui aujourd'hui est la plus solide et qui est la plus appuyée par les faits, en fait, de la vie même de plein de scientifiques qui travaillent sur ces questions. Alors dans ton livre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est assez peu abordé, je trouve, en tout cas moins que les expériences de mort imminente ou les vécus subjectifs de contact avec les défunts, qui est la vision à distance. Tu l'illustres, cette capacité, avec l'histoire de Joe McMoneagle et du programme Stargate de la CIA pendant la guerre froide. Donc là, on est sur du sérieux et du pragmatisme. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement justement cette histoire de ce programme, en fait, qui est dingue? En fait, ça a commencé au début des années 70 aux États-Unis. Différents chercheurs et de par là aussi les services de renseignement, la CIA, mais aussi le renseignement militaire américain, ont entendu dire que les Russes essayaient des techniques d'espionnage psychique, avec des voyants et des trucs comme ça. Au début, ils se sont dit, bon, ça doit être des bêtises, mais on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas faire la même chose pour étudier le phénomène, est-ce que c'est réel ou pas.
Et donc il y a des civils qui ont commencé à étudier le phénomène, notamment le phénomène de voyance, c'est-à-dire de vision à distance, d'être capacité de percevoir des événements à distance dans l'espace ou dans le futur. Et à côté de ça, la CIA a commencé à s'y intéresser aussi, en même temps que quelques années plus tard, le Defense Intelligence Agency, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée. Et ils ont monté un programme d'études en recrutant notamment des personnes habilitées au secret défense dans l'armée, qui avaient super de la chance en fait. Et ils se sont appuyés notamment sur un phénomène qui avait été observé pendant la guerre du Vietnam, où certains soldats qu'on appelait des hommes de pointe semblaient avoir beaucoup de chance, comme une sorte d'intuition, de sixième sens qui leur permettait d'échapper à des embuscades, d'échapper à des circonstances où a priori ils auraient dû mourir en fait. Et Joe McMoneagle, qui est un ancien soldat qui a fait le Vietnam, faisait partie de ces gens-là. C'est-à-dire, il était, je le connais depuis des années, je l'ai interviewé plusieurs fois, je l'ai rencontré la dernière fois chez lui en Virginie. Par exemple, il est, pendant son déploiement au Vietnam, en train de bouquiner à l'extérieur du bunker dans la base américaine, et puis d'un coup, il se lève, il rentre dans le bunker, et 3 secondes après, tu as des obus de mortier Vietcong qui tombent là où il était assis. Et puis il dit, je sors du bunker, et il sort du bunker, et le coup suivant tape dans le bunker. Ça, c'est arrivé un nombre incalculable de fois pour lui. Et donc, c'est dans son dossier militaire, ce soldat est particulièrement chanceux. Et donc, les recruteurs du programme Stargate, au début, se sont dit, on va essayer de recruter ces gens-là, parce que peut-être qu'il y a un lien entre leur capacité intuitive à détecter un danger à venir et une forme de perception extrasensorielle qui leur permettrait d'être doués de voyance, en fait. Est-ce que la voyance, c'est pas une sorte de super intuition ? Et donc, ils ont recruté Joe, ils ont recruté d'autres voyants. Joe, au début, était très circonspect, bien que depuis l'âge de 4 ans, il ait des perceptions extrasensorielles, il voit même les morts, mais sauf qu'en étant habilité au secret défense et en faisant partie de l'armée, il a tenu ça complètement au secret. Et le programme Stargate, en fait, a consisté à développer une technique pour amplifier les capacités intuitives qu'on a tous, en fait. Toi, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, on est intuitif. L'intuition, c'est le fondement même de notre dimension spirituelle, de notre âme. Notre âme, elle est non locale, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de notre corps, elle n'est pas localisée dans notre corps, elle a accès à toute la connaissance de l'univers. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intuitif tout le temps ? Parce qu'on a un cerveau qui nous écrase et qui, en croyant être Stéphane, en croyant être un individu, écrase tout ce qui va devenir non local, tout ce qui est d'une origine intuitive. L'intuition et le programme Stargate a consisté justement à identifier tous les mécanismes cérébraux d'interprétation qu'on met en œuvre sans même s'en rendre compte pour les dissocier des autres informations qui seraient de nature plus intuitive. Je te prends un exemple. J'ai fait une session de travail un jour où, justement par l'officier qui traitait Joe McMoneagle, j'ai fait une mission avec lui, il m'a servi de moniteur. Je suis allongé sur un matelas dans une pièce très noire, très sombre, j'ai les yeux fermés et il essaie de me faire une session de vision à distance. Il me dit, après m'avoir détendu, après m'avoir fait respirer, etc., parce que moi je suis quand même bourrin, donc il fallait un peu de temps de préparation, il me dit, vous vous rappelez, vous avez fait l'interview de mon directeur tout à l'heure ? Et la matinée, j'avais fait l'interview je monte dans Enquête extraordinaire, ça sur M6, dans la matinée, j'avais fait l'interview de leur patron dans un endroit du bâtiment où il y a une balustrade et une belle vue. Et je lui dis oui. Et il me dit, vous vous souvenez, la balustrade contre laquelle vous étiez accoudé ? Je fais oui. On vient de poser quelque chose sur la balustrade. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Et là, alors du coup, je me dis, oh là, faut pas que je me trompe. Donc du coup, mon mental se saisit de ça. Mais malgré tout, comme je suis dans un état de conscience un peu altéré, parce que je suis dans le noir, je suis sur un matelas, je suis très détendu, j'ai la perception d'un truc rouge et d'un truc rond. Je vois quelque chose de rouge, de rond. Une pomme. Vous avez mis une pomme. Et là, le Skip, le moniteur, me dit, imaginez que vous êtes un bébé, vous n'avez pas de mots. Qu'est-ce que vous ressentez ? Quel est votre sens, la chose que vous ressentez vraiment ? Oubliez les mots. Et je lui dis, écoutez, je vois un truc rond et rouge. Et en fait, rond et rouge, c'est vraiment ce que mon intuition me dit. Mon intuition capte qu'il y a quelque chose de rond et de rouge. Mais mon esprit analytique va interpréter quelque chose de rond et de rouge. Je vois la pomme dans Tintin et Blanche-Neige. Je vois la pomme dans Blanche-Neige, cette pomme rouge. Et l'interprétation de mon cerveau, ça peut être juste, mais ça peut être une erreur aussi. Parce que c'est une interprétation. L'interprétation, c'est basé uniquement sur mon raisonnement inconscient
et et ça peut être que source d'erreur. En revanche, l'intuition, elle est juste. Elle est forcément juste, parce que c'est une information sensorielle. Et toute la difficulté du remote viewing, de la vision à distance, c'est de parvenir à distinguer qu'est-ce qui est de l'interprétation inconsciente de ce qui est une perception intuitive juste. Et le moyen de jauger de ça, c'est qu'est-ce que sensoriellement je ressens? Qu'est-ce que sensoriellement s'inscrit et apparaît dans mon cerveau? Et ce qui apparaît sensoriellement, c'est la sensorialité de cette couleur rouge et la sensorialité d'une forme ronde. Voilà. Et le travail du moniteur consiste pas à me guider sur la cible que lui ignore, en l'occurrence, mais à essayer de m'extraire et de m'éloigner de toutes mes interprétations inconscientes. Et pour donner la réponse, quand je sors de la cabine et qu'ils me font aller à la balustrade, en fait, ils avaient déposé un ballon de basket. Et ça m'a choqué parce que j'ai eu l'information, mais tu vois, mon esprit analytique avait interprété faussement ça. Et toute la difficulté et mais aussi la puissance de cette technique permet de... et c'est pour ça que ça a duré si longtemps au sein de la CIA et de la défense, enfin, du service de renseignement de l'armée américaine, c'est que ça marche en fait, cette technique-là. C'est que ça marche. La CIA s'est pas mis à faire ça parce que d'un coup ils étaient intéressés par des questions spirituelles. Ils ont fait ça parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des résultats. C'est pas magique. On n'est pas dans Harry Potter. C'est pas tiens, je tape sur une baguette magique, je vais savoir où est caché Saddam Hussein, ou je vais savoir où est caché Bin Laden. C'est une information d'ordre sensoriel qui peut être validée et qui demande à être intégrée dans tout un contexte de renseignement militaire ou de renseignement humain, pardon. Et donc pendant des décennies, ce programme Stargate a opéré des centaines de missions pour toutes les agences du renseignement américain ou les agences de lutte antidrogue également, en obtenant des résultats parfois estomacants. Tu racontes ce résultat justement qui est estomacant de Joe McMonigle qui a priori réussit à localiser une base où ils étaient en train de fabriquer un sous-marin à quelques centaines de mètres de la mer. C'était complètement improbable. Et en fait, quand les Américains sont allés sur place ou ont visionné de haut, je ne sais pas, c'était effectivement le cas et ils ne le croyaient pas au début. Ben voilà typiquement le type de mission sur lequel l'espion psychique peut avoir un impact très fort. Mais en même temps, je vais te montrer ses limites, c'est que le service de renseignement américain s'interrogeait effectivement sur ce qui était fabriqué dans un hangar gigantesque, enfin un complexe industriel qui était sur les bords de la mer Baltique en Union soviétique. C'était à l'époque, on était en 1980. Et donc, comme ils n'avaient aucun moyen d'y aller et que depuis le ciel, depuis le satellite, on pouvait photographier que le bâtiment mais sans savoir ce qu'il y avait dedans, Joe a pu y aller psychiquement. Et il raconte sa mission dans le livre. Et lui, il a vraiment l'impression de pénétrer à l'intérieur du bâtiment et de décrire précisément le chantier qu'il voit, où effectivement, il voit un sous-marin géant. Sauf que quand il ramène cette information-là, les services de renseignement américains, ils n'ont aucun espion sur place. Ils n'ont aucun moyen de vérifier. Et l'hypothèse d'un sous-marin géant, ça leur paraît complètement farfelu. Donc ils se disent, c'est du délire, c'est n'importe quoi votre truc. Donc il refait une deuxième mission, puis une troisième mission. À chaque fois, il apporte plus d'éléments descriptifs de ce sous-marin géant. Il décrit même, à la fin de sa troisième mission, la date de lancement de ce sous-marin. Donc il est capable même de voir que dans le futur, dans quelques mois, les services soviétiques vont creuser un canal, parce que les bâtiments sont à 800 mètres de la mer, ils vont creuser un canal qui va permettre d'amener le sous-marin jusqu'à quai et jusqu'à la mer Baltique. Sauf que voilà, sans aucune capacité de croisement de l'information, la NSA, qui était à l'époque la commanditaire de cette mission, a dit, bon ça nous paraît pas très crédible votre truc. Sauf que 4 mois plus tard, en tout début de l'année 81, les satellites américains qui tournent autour de la base s'aperçoivent qu'il y a un sous-marin géant qui est apponté à un autre sous-marin plus classique dont ils connaissent l'existence. Et ce sous-marin géant, c'est un tout nouveau, ça paraît complètement improbable. Et c'est les sous-marins Typhon qui vont être popularisés, notamment dans le film avec Sean Connery, la poursuite d'Octobre Rouge. C'est le plus grand sous-marin nucléaire jamais fabriqué par les Américains, ou en l'occurrence par les Soviétiques. Voilà à la fois le côté incroyable de cette capacité, la vision à distance, mais aussi le côté très réaliste du fait que, sans possibilité de croiser l'information, parfois cette information ne peut pas être exploitée comme telle, parce qu'en renseignement humain, si tu as une seule source d'information, ça ne déclenche pas une action ou quelque chose derrière, il faut pouvoir croiser l'info. Et là, sans personne sur place, Joe était le seul à donner cette info, et en plus avec un moyen non conventionnel qui fait qu'on peut avoir des doutes dessus. Mais pour moi c'est fascinant parce que c'est
chaque année, le Congrès américain a évalué les résultats du programme Stargate pour motiver le financement l'année suivante. Donc chaque année, il y a eu des évaluations qui ont été faites, des évaluations statistiques de l'efficacité de cet outil. Et c'est prouvé. Enfin, je veux dire, tu as des documents du Congrès qui sont publiés, que je source dans le livre. Tu as des documents de différents organismes d'analyse qui ont permis de montrer que cette méthode marche, donne des résultats qui ne peuvent pas s'expliquer par des coïncidences ou du hasard, comme on dit tout le temps, et que la capacité de voir à distance est vraiment une capacité humaine qui, a priori, est commune à tout être humain et qui peut être amplifiée chez certaines personnes qui vont avoir un don, une plus grande sensibilité. C'est fou, parce que s'il y a à l'intérieur de toi une part de ta conscience qui voit dans le futur et qui voit à l'extérieur de ton corps, bah ça veut dire qu'elle n'a plus rien à faire avec le cerveau. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est immortelle. Pour moi, les missions de Joe McMoneagle sont un des éléments forts qui indiquent qu'une part de nous est immortelle et que notre conscience ne meurt pas avec la mort de notre cerveau. Parce que notre conscience, elle est capable de faire des choses quand le cerveau n'est pas du tout impliqué. Tu expliques dans le livre d'ailleurs que du coup ça t'a donné envie de prendre des cours, entre guillemets, parce que c'est possible, de remote viewing. Je me suis formé à une école qui s'appelle Iris Intuition, qui est située dans le 11e arrondissement à Paris, et qui utilise les méthodes qui ont été développées par les premiers voyants du programme Stargate. Donc c'est vraiment des méthodes qui ont été amplifiées et qui fonctionnent très bien. Et moi, en faisant une semaine de formation, j'étais capable de décrire des lieux cachés dans des enveloppes d'une façon extrêmement détaillée et précise, simplement parce que j'ai réussi à mettre en œuvre ma capacité à discerner « Ok, ça c'est mon cerveau qui interprète, ok, ça c'est quelque chose que je ressens intérieurement ». Et c'est un long processus, je ne peux pas rentrer dans le détail là, c'est un long processus d'apprentissage, mais qui est expliqué extrêmement clairement par les fondateurs d'Iris Intuition, et qui permet effectivement déjà de se rendre compte de combien notre cerveau interprète en permanence en fait notre vie. On croit percevoir la réalité, mais en fait on ne perçoit que ce qu'on interprète en permanence. Et comment on interprète, selon quelle modalité, c'est vraiment extrêmement enrichissant de se poser la question, parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on ne voit pas les autres êtres humains tels qu'ils sont, on ne se voit pas soi-même tel que l'on est. On se voit à travers des lunettes déformantes, à travers un cerveau qui interprète. Pourquoi il interprète ? Parce qu'il a été élaboré comme ça, pour parfois des raisons qui sont pas du tout logiques en fait. Pas du tout logiques. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, qui m'a le plus impressionné à travers cette formation. Et alors tu parles aussi beaucoup, tu cites souvent Ram Dass dans ton livre, qui est un enseignant spirituel américain et qui a beaucoup écrit sur ce qu'est l'âme. Qu'est-ce qui t'a touché dans ses enseignements et qu'est-ce qui fait écho en toi dans ce qu'il dit ? J'aime beaucoup cet homme parce que d'une certaine manière, on a un peu le même parcours à toute proportion gardée, mais c'était quelqu'un qui voulait absolument, son rêve c'était de devenir professeur de psychologie, d'enseigner la psychologie, et à Harvard, donc il s'était mis la barre très haute. C'était un Américain, il s'appelait Richard Alper, et il a réussi à devenir enseignant, il a réussi à devenir professeur de psycho à Harvard. C'était dans cette période des années 50-60 où les psychédéliques étaient légales et faisaient l'objet de beaucoup de recherches. Et lui et un autre compère qui s'appelait Timothy Leary ont fait partie des pionniers dans la recherche sur les psychédéliques. Un peu trop, au goût des doyens d'Harvard, ce qui fait qu'en 63, il s'est fait virer. En 67, il s'est fait virer, pardon. Je ne sais plus l'année. Ce qui fait que dans les années 60, il s'est fait virer. Et plutôt que de rentrer en dépression parce que son rêve s'écroulait, il s'est dit je vais faire comme tout le monde, je pars en Inde. Donc il est parti en Inde dans ces années-là. Il a rencontré son maître qui était un enseignant spirituel qui s'appelle Nem Karoli Baba, avec lequel dont il est devenu un des disciples. Il a changé de nom, de Richard Alper, il s'est fait appeler Ram Dass, serviteur de Ram. Et pourquoi j'aime cet homme? Parce qu'il a à la fois cette capacité extraordinaire à traduire à travers ses livres de façon extrêmement simple, ses livres ou ses interviews ou ses conférences, de façon extrêmement simple, une réalité qui somme toute n'est pas si compliquée, mais qui dans notre société est toujours expliquée de façon extrêmement élaborée par les philosophes, les traditions spirituelles. L'âme est une réalité, nous vivons après la mort, ce que l'on fait dans notre existence aujourd'hui va colorer notre façon de mourir et notre façon de vivre après la mort. Notre confusion en tant qu'être humain maintenant est complètement inhérente à la façon dont on s'est développé et on peut se libérer de ça. Enfin voilà, il avait une capacité à partager un enseignement spirituel très simple et très efficace. Et pour côtoyer moi, énormément de gens dans ce monde du spirituel, etc., c'est quand même un des rares à avoir une aussi grande cohérence entre ce qu'il professait et ce qu'il vivait à l'intérieur, entre ce qu'il conseillait de faire aux gens et ce qu'il faisait lui-même, avec une notion
du service et du sacrifice de lui-même au profit de la communauté qui est exemplaire. C'est un homme qui était empreint d'un amour absolument colossal. Et je me sens proche de son parcours parce qu'il a cherché il a fait des centaines d'expériences avec le LSD, en très haut dosage parfois, qui lui ont permis de faire sauter des blocages intérieurs et de découvrir ses dimensions spirituelles. Et à un moment de son parcours, et notamment en Inde avec son maître lui a dit, tu sais, c'est bien tes expériences, tu vas voir Dieu, Bouddha, tout ça avec ton LSD, mais tu reviens. Et qu'est-ce que tu as changé en revenant? Tu n'as rien changé en fait. Peut-être que la pratique spirituelle, ce serait de s'engager dans quelque chose qui te permette d'aller voir Dieu, Bouddha tout le temps en fait. Et voilà. Et ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que moi, les expériences, et j'en parle beaucoup, de cette dimension psychologique, expériences chamaniques ou avec des substances psychédéliques, elles m'ont permis de vivre des expériences absolument folles, mais en même temps, j'en reviens. Et d'une certaine manière, même à mes retours d'Amazonie, où j'avais l'impression d'avoir touché des dimensions vraiment nourrissantes, guérisseuses et extatiques, au bout de 3-4 semaines, je m'aperçois que toutes mes dynamiques psychologiques, sur lesquelles je n'ai pas bossé du tout, en fait, elles se réinstallent. Et mes angoisses existentielles, mes dynamiques dépressives, enfin voilà, tout l'être inconscient que je suis n'a pas disparu au prétexte que j'ai vécu des expériences spirituelles super intenses. Et d'une certaine manière, et c'est ce que je raconte en fait à la fin du livre, je suis aujourd'hui plus engagé dans un travail intérieur qui me permet, notamment à travers la méditation, de mettre en place durablement une activité ou une baisse d'activité dans certaines zones de mon cerveau qui me permettent d'être dans cette réalité spirituelle à certains moments, quand je le veux, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, je renie absolument pas ni le chamanisme, ni des expériences que j'ai pu faire. Elles ont été pour moi vraiment indispensables à un moment de ma vie pour atteindre certaines réalités, pour comprendre certaines choses, pour faire certaines expériences. Mais elles ne constituaient pas un but en soi. Le but, c'est de dissiper la confusion de mon esprit. Le but, c'est d'essayer de ressentir plus clairement la présence de mon âme au quotidien pour m'en inspirer, pour réveiller ce guide intérieur que je porte et qu'on porte tous, en fait. Et ça, la méditation le permet. Tu t'assieds 15 minutes par jour, sans objectif particulier, juste en suivant n'importe quelle voie de méditation qui tombe sur ton chemin. Et ça, en quelques semaines, tu obtiens déjà des effets mesurables dans le cerveau, de baisse de la prééminence du réseau mode par défaut, de décroissance de cette activité permanente, rumination, anticipation, et on fait de la méditation quelque chose qui est une sorte de baguette magique de bien-être. Oui, effectivement, un des effets secondaires de la méditation, c'est que tu es plus apaisé, tu es plus détendu, mais c'est pas ça la méditation. L'essence de la méditation, c'est que c'est le début du chemin spirituel. C'est ça qui te permet de rencontrer ton âme. Pas avoir à attendre la fin de ta vie pour rencontrer ton âme. Elle est là maintenant, elle est là disponible. Et ça, tu peux effectivement aller en Amazonie, te mettre la tête à l'envers, mais tu peux aussi t'installer sur un coussin et te mettre à pratiquer quelque chose 15-20 minutes par jour, tous les jours, et puis là commence un chemin spirituel d'une puissance colossale, quoi. Parce que c'est ce que tu expliques, et pour expliquer aux personnes qui nous regardent, c'est que la méditation, c'est comme si tu entraînais ton cerveau jour après jour dans la douceur à s'ouvrir justement à cette âme et à baisser un peu ce qu'on appelle le réseau mode par défaut, alors que les psychédéliques et les expériences avec des substances, là c'est boum, j'y vais d'un coup. Tu dis, moi j'ai pris la piste noire, mais vaut mieux y aller peut-être avec la piste verte. Après, je ne vais pas donner de conseils, parce que moi je n'aurais pas pris la piste noire, je ne serais pas en capacité de tenir ce discours aujourd'hui. Il m'a fallu ça pour faire certaines expériences qui fassent sauter mes blocages et mes pensées. Mais effectivement, ce que l'on observe sur le cerveau, c'est que l'effet du psychédélique n'est pas un effet hallucinatoire, ça ne provoque pas des hallucinations. L'effet du psychédélique fait baisser l'activité dans le réseau mode par défaut, qui est le réseau qui sous-tend ton ego d'une certaine manière. Donc en baissant son activité, tout d'un coup, il y a plus d'extérieur qui entre en perception et ta conscience s'expanse.
La méditation fait exactement le même effet sur le réseau mode par défaut, baisse l'activité dans le réseau mode par défaut et développe d'autres réseaux sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour avoir une plus grande, encore une fois, prégnance avec cette dimension spirituelle. Donc effectivement, les psychédéliques font ça de façon brutale, ponctuelle, et tu reviens à zéro après, même si tu peux quand même acquérir le bénéfice d'avoir ouvert certaines portes. Et la méditation fait ça très doucement, très tranquillement, avec tranquillité, mais ça peut aussi passer à certains moments par des vrais moments de bouleversement. Enfin, 15 jours de méditation vipassana et de retraite vipassana où tu médites du matin au soir dans le silence, ça peut être beaucoup plus puissant qu'un séjour en Amazonie avec l'ayahuasca. Hein. Et enfin, ma dernière question, sur ces 15 dernières années de cheminement, de quête, d'expérience, d'interview, quelles sont les différences que tu as en toi entre le Stéphane d'il y a 15 ans et le Stéphane d'aujourd'hui? Waouh! Oui. Il y a un livre entier pour répondre à cette question. Écoute, après, modestement, j'ai l'impression d'être peut-être un peu moins confus que je l'étais, un peu moins confus sur ce qui m'anime, sur mes démons intérieurs. Et je pense que c'est ça presque le but de la vie, en fait. C'est de réussir à mettre de la lumière sur ce qui te constitue. Pourquoi on prend les décisions qu'on prend? Pourquoi on agit comme on agit? Pourquoi on est attiré vers telle direction ou vers telle autre? Qu'est-ce qui anime notre vie et notre être? Comme on est ignorant de tout ce qui nous constitue au fond de notre inconscient, et l'inconscient est colossal, on agit un petit peu comme un robot aveugle qui essaie de contrôler ce qui se passe. Donc en fait, on agit sans trop savoir comment, en réfléchissant, c'est-à-dire en utilisant uniquement la micro-expérience que l'on a acquise sur des bases qui ne sont pas forcément bonnes. Waouh, sympa le projet de vie quand même. Et je pense que toutes les techniques que j'ai pu expérimenter jusqu'à la méditation aujourd'hui permettent de mettre un peu des coups de projecteur sur la zone inconsciente. Ok, si je suis déprimé, c'est parce qu'il y a ça. Si j'ai tendance à m'auto-sabonner dans telle circonstance, c'est parce qu'il y avait ça. Donc hop, je peux virer les fantômes qui me faisaient faire des bêtises à l'intérieur de moi, les uns après les autres. Et puis m'apercevoir que c'est pas en réfléchissant que j'aurai forcément toujours les meilleures solutions. Parce qu'il y a cette âme, cette part spirituelle qu'on porte, c'est pas seulement un truc philosophique cool, c'est un guide. C'est une part de nous qui est en contact avec l'ensemble de l'univers, l'ensemble du futur, du passé, l'ensemble de tout. Donc à l'intérieur de nous, il y a toutes les réponses, il y a tout ce qui est harmonieux, il y a tout ce qui nous permet peut-être d'entrer en résonance plus intelligente avec ce qui nous entoure. Donc à l'intérieur de nous, il y a la réponse à est-ce que cette femme ou cet homme, c'est le bon conjoint pour moi? Est-ce que je m'engage dans cette voie professionnelle? Est-ce que c'est juste? Je suis angoissé par l'existence, pourquoi? Enfin, toutes les réponses, elles sont là, au fond de nous. Et pour y accéder, il suffit juste de faire sauter toutes ces réflexes intellectuels que l'on a en se disant « Oh, si je réfléchis à cette situation, je vais trouver une meilleure solution. » Non, c'est peut-être justement d'arrêter de se dire qu'on va réfléchir à une situation et retrouver un accès à son intuition, à son âme. Ça, c'est pas facile, on n'est pas éduqué à ça. Moi, j'ai 55 balais aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer à y parvenir un peu. Et déjà, c'est assez vertigineux. Donc, qu'est-ce que ça doit donner quand tu y arrives à fond, quoi? Et est-ce que c'est un peu une quête maintenant pour toi? D'une certaine manière, oui. Oui. Moi, j'ai toujours eu un abord des problématiques que j'ai explorées très mentales, en imaginant qu'une compréhension intellectuelle allait suffire en fait à me satisfaire, à me permettre de cheminer. Et en fait, aujourd'hui, je mesure combien le chemin de cœur, le chemin expérientiel est aussi important. Combien la pratique spirituelle et une discipline spirituelle, en l'occurrence par exemple la méditation, est indispensable. Sinon, je ne vais faire qu'accumuler de la connaissance désincarnée qui va être de plus en plus abstraite et de plus en plus incompréhensible. Sauf qu'en méditant tous les jours, en vivant parfois des expériences très puissantes, je peux maintenir une sorte d'équilibre entre ce que je sais, ce que j'apprends et ce que j'expérimente. Et aujourd'hui, clairement, une de mes priorités, c'est de faire en sorte que cette pratique spirituelle soit installée au quotidien prioritairement à toute chose. Et on peut tous le faire. Hein. Si tu te dis, oh là, j'ai pas 1 heure par jour, lève-toi 1 heure plus tôt. Arrête de regarder des séries sur Netflix tous les soirs. Le temps, on le trouve. Moi qui suis un cinéphile malade, qui ne pouvait pas
supporter de terminer une journée sans regarder un film. Aujourd'hui, je termine une journée en disant « Oh, j'ai envie de méditer ». Et je termine mes journées en méditant 1 heure et demie avant d'aller me coucher. Et tu m'aurais dit ça il y a un an, no way, quoi. Et là, voilà, ça se fait non seulement facilement, mais avec un vrai plaisir. Magnifique. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi.